Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo qui est pile dans ton champ de compétences puisqu'on va parler du meilleur business model d'Internet à notre sens, puisque c'est le business des SAS, les services en ligne. Et puis je vais te laisser la parole justement puisque c'est toi qui me disais justement juste avant qu'on démarre que c'était un sujet qui était effectivement sans discussion possible sur le fait que c'était le meilleur business model. Ouais, parce que... Bonjour. Non, mais parce qu'en fait, on parle souvent, quand on parle de business en ligne, on a parlé de freelancing déjà, qui consiste à vendre son temps, à faire des missions, à trouver des clients, faire des sites, faire des logos, etc. Donc ça, c'est un business, c'est en gros le business du freelancing qui est le plus rapide pour démarrer et pour encaisser de l'argent assez facilement. Problème du freelancing, en fait, c'est qu'on vend son temps. Et donc du coup, on ne peut pas vendre plus de 24 heures par jour. Donc on a un cap sur le revenu. Deuxième problème, c'est qu'il y a de la concurrence. Donc du coup, on ne peut pas donner des tarifs, à part si on commence à être bon en marketing, on ne peut pas donner de toute façon des tarifs qui sont trop élevés. Donc ça, c'est le freelancing. Après, il y a la vente de formation, effectivement, qui est un business intéressant parce que du coup, on peut gommer la partie où on vend son temps. On peut vendre un nombre illimité de formations. Si par exemple, toi, tu vends des formations avec BHM, si on a demain 1000 clients qui arrivent pour acheter des formations BHM, on peut les encaisser, on peut les servir en fait. Donc c'est un truc qui est intéressant de ce point de vue-là. Le problème des formations, c'est que c'est pas du revenu récurrent parce que à chaque fois qu'on veut réexploiter une liste de clients par exemple, il faut refaire du contenu, refaire des formations. On est toujours dans la course, un peu dans la course au contenu. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est quand même qu'il faut avoir des choses à dire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a plein de gens qui essaient de lancer des formations, mais finalement ils n'ont pas tellement ils essaient de copier ce qui existe déjà et ça marche pas parce qu'il y a des gens qui le font déjà très bien. Et donc le troisième business model, qui est à mon sens celui qui corrige les deux problèmes vus précédemment, c'est celui des SAS, parce que le SAS, c'est un service qui fournit un travail automatique en fait, et où les clients sont billés par abonnement. C'est-à-dire que si vous avez un logiciel en ligne qui fournit un service, que ce soit de la gestion de projet, de la gestion de tâches, ou bien comme Linklead, tu vois, fournir des contacts B2B, tant que les gens l'utilisent, en fait, ils continuent à payer. Et ils ont un service qui est rendu. Et vous, en fait, vous avez juste la phase initiale qui est quand même relativement importante de créer le SAS. Mais une fois que c'est fait, en fait, c'est du revenu automatique. Il n'y a pas de contenu à créer plus que ça. Il n'y a pas de temps à y passer plus que ça, à part si c'est pour le faire évoluer ou pour en faire la promotion. Mais voilà, c'est un service automatique qui est rendu, quoi. Une petite précision, du moins pour voir ce que c'est qu'on utilise tous des SAS au quotidien. Dropbox est un SAS. On a toute la gamme Microsoft maintenant, c'est des SAS. Ouais. Tout ce qui est Google Drive, c'est du SAS gratuit dans ce cas de figure-là. Mais Office en ligne, c'est exactement ce qu'on appelle un SAS, c'est-à-dire une application qui, au lieu d'être installée sur un ordinateur comme on le faisait à l'époque, est un service qu'on déporte vers Internet. Ça peut être une application sur smartphone aussi, mais sur laquelle en fait, on prend des abonnements plutôt qu'un coût d'entrée fixe, comme par exemple la suite Adobe maintenant fonctionne selon ce principe-là aussi. Ouais, avant, ça coûtait 10 000 € la licence, je crois, et puis maintenant on peut avoir pour 10 € par mois accès aux principales fonctionnalités en payant l'abonnement plutôt que d'en achetant en une fois. Donc ça fait que le logiciel il est toujours à jour, il est accessible depuis n'importe quel ordinateur, que ce soit une tablette, un smartphone également. Simplement, on accepte de payer un abonnement plutôt que d'acheter une licence en un bloc. Donc c'est un business model qui est à la fois ancien et qui est pas tout à fait si neuf que ça, mais qu'on utilise sans le savoir finalement pratiquement tous les jours. Alors, on a un chanteur derrière. Bref. Non, mais ouais, en fait, ouais, c'est ça, le SAS, c'est le système où on va délier le plus le temps de travail du revenu. Faire du freelancing ou être salarié, c'est le système en fait où on est vraiment complètement lié, notre temps de travail est complètement lié à notre revenu. Faire des formations, on commence à délier un peu, mais il faut toujours être un peu dans la course au contenu. Et SAS, c'est vraiment complètement délié, c'est-à-dire qu'on peut faire, à partir du moment où notre logiciel en ligne, en fait, il apporte de la valeur, s'il apporte toujours de la valeur pendant 20 ans et qu'il n'y a pas de concurrence, qui est quand même assez peu probable qu'il se crée, on peut créer un truc et ça peut nous imprimer de l'argent en fait pendant 20 ans. Donc, alors, il y a quand même un ou deux trucs. Bon, on a occulté volontairement aussi certains autres business models. On n'a pas parlé d'e-commerce, on n'a pas parlé de plein d'autres business models parce qu'il y en a énormément
dans d'autres. Ouais. Mais celui-ci il a un avantage comparativement à d'autres également, c'est qu'il est internationalisable assez facilement. Ouais. C'est-à-dire que même l'e-commerce, finalement, on peut dire c'est un business automatique. Pour certaines personnes, ça peut être le cas, des gens qui délèguent intégralement à Amazon, etc. Mais toujours est-il qu'en revanche, une partie qui n'est pas vraie dans ce cas de figure-là, c'est qu'on ne peut pas attaquer tous les marchés à la fois. Alors qu'un SAS, finalement, vu que c'est que du code, il suffit, entre guillemets, d'avoir une version en anglais, une version dans n'importe quelle langue, et on peut toucher la totalité du monde, de tous les clients du monde entier. Et c'est pour ça que les apps qu'on voit sur smartphone, les Evernote, par exemple, également, des choses comme ça qui sont des cartons planétaires, parce qu'en fait, tout le monde peut y accéder. Il suffit, entre guillemets, juste de passer un peu de temps pour faire une version anglaise. Mais le moteur en lui-même, parce que finalement, la langue, c'est la carrosserie, si on devait faire peut-être une image comme ça, ouais, c'est la carrosserie, alors que le moteur, ce qu'il y a dessous, ça tourne pareil. Et donc, finalement, ça donne un potentiel économique qui n'a pas d'équivalent quasiment, quoi. C'est ça. Bon, alors ok, bon c'est bien. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour en faire un? Parce que si c'est aussi intéressant que ça, on en parle assez peu et on a l'impression que c'est quand même limité à des grosses boîtes. Là, j'ai donné des noms comme Dropbox, c'est une boîte qui est cotée. Microsoft, c'est pareil. Ouais, Evernote, Dropbox n'était pas coté au début, donc ils ont fini comme ça, mais ils n'ont pas commencé comme ça. Non, mais les SAS, c'est un peu le. Alors, je vais pas faire un peu le. Non, mais c'est un peu la cour des grands dans le sens où. Voilà. Je sais plus, j'ai perdu mon fil. Mais comment est-ce qu'on fait Ah ouais, oui, si je le reprends, c'est un peu la cour des grands parce qu'il il faut avoir il y a beaucoup de concurrence. Et la principale problématique, en fait, c'est de trouver l'idée et le service qui va apporter de la valeur, suffisamment de valeur aux clients pour que ça puisse décoller. Et donc, il faut vraiment avoir cette dynamique de pouvoir coder des trucs, les mettre sur le marché, tester des idées et puis obtenir un retour assez vite. Donc, c'était quoi ta question déjà? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait, ouais. Alors, je pense que pour les SAS, en fait, il faut pas mal voir le truc. Il y a beaucoup de gens en fait qui quand on leur dit faire un SAS, c'est un business model hyper intéressant, etc., qui vont se mettre direct à coder un truc, à se dire voilà, j'ai une idée géniale, je vais me mettre au code, ce que tout le monde fait en fait. Mais je pense que la bonne manière de faire, c'est de commencer à la main. Par exemple, il y a l'exemple de Uber qui ont commencé leur service. Alors c'est pas vraiment un SAS, mais c'est quand même une application, tu vois. Ils ont commencé leur service au début. Ils étaient au téléphone à prendre tous les gens qui bookaient des taxis. Ils envoyaient les taxis à la main dans chaque endroit, quoi. Et je pense qu'il faut avoir un petit peu la même logique vis-à-vis du SAS, parce que la principale problématique en fait du SAS, enfin il y en a deux. La première, c'est de trouver le truc qui va permettre de décoller, et la deuxième, c'est d'arriver à le faire. Mais une fois qu'on a ça, normalement, on est plutôt bon. Et donc, il ne faut pas se lancer direct dans le code, il faut déjà avoir cette démarche de faire les trucs manuellement, de tester ses idées manuellement, que ce soit par exemple, nous, je sais pas, pour LinkedIn par exemple, nous on a envoyé pas mal de contacts, on a plein de gens qui nous ont demandé des contacts B2B, on leur fait des extractions manuellement, ensuite on leur envoie des fichiers Excel, et puis on se dit voilà, là on sait que la demande elle a été validée, qu'il y a plein de gens qui ont besoin de ça, donc on va faire un service automatique pour qu'on n'ait plus à le faire manuellement. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir cette démarche là. De toujours partir d'un problème. Encore une fois, après il y a les gros éditeurs dont on a parlé, les éditeurs de logiciels, eux, ils ont déjà, c'est des trucs qui sont inattaquables. Mais en revanche, Dropbox est parti selon une idée qui était très simple, en fait, qui était de résoudre le problème. Je crois, l'histoire, c'est le fondateur, il était en cours et puis il manquait toujours un fichier sur une disquette, un machin. Putain, ça serait quand même génial si je pouvais avoir mon truc là qui soit synchronisé automatiquement. Quand je rentre chez moi, les trucs qui sont déjà en place sur mon autre ordi, que j'ai pas besoin de les transférer à la main. Donc il partait d'un problème qui était un problème que plein d'autres gens connaissaient. Et puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a rien codé, effectivement, c'est qu'il a validé l'idée en faisant une vidéo démo sur un truc qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'il a montré, il a schématisé en fait comment le logiciel marcherait dans son esprit finalement, et il a vendu en fait le truc avant de l'avoir codé comme ça. C'est-à-dire qu'il a montré voilà ce truc-là. Alors c'est le truc qui était totalement simulé, mais on voyait que ça déplaçait les fichiers, que ça les synchronisait, mais c'était totalement irréel dans le sens où ça n'existait pas, quoi. Et c'est comme ça qu'il a fonctionné. Donc l'idée, encore une fois, c'est toujours, je pense, aujourd'hui, que ce soit pour des formations, pour n'importe quoi, c'est de partir d'un problème dans lequel les gens investissent de l'argent. Par exemple, on prenait LinkedIn tout à l'heure, les gens ont besoin de contacts. Bon, ça, ils investissent dans de la pub, ils investissent dans du SEO, et puis il y a d'autres alternatives qu'on peut mettre en face, qui sont celles qu'on a proposées nous, et effectivement, on est parti d'un problème. Le problème, c'était de pouvoir faire du marketing direct à moindre coût par rapport à la pub ou aux solutions existantes, et de le faire plus rapidement en massifiant. Donc ça, c'était notre point d'entrée sur le truc, et effectivement, on avait quand même déjà pas mal de data dessus, donc c'était pour nous assez facile. Maintenant,
il y a des milliers de problèmes dont nous, on n'a pas conscience parce que c'est pas nos marchés non plus et qui peuvent être le cas. Un exemple tout simple, quelqu'un qui est coach sportif, il a sans doute une vision sur les problèmes que les coachs sportifs rencontrent et qui va pouvoir mettre en application, ou peut-être proposer une solution parce que lui, il connaît bien le marché. Donc en fait, la réalité du SAS, c'est juste de proposer un service d'automatisation qui va résoudre un problème en ligne contre un abonnement et si possible, effectivement, de faire en sorte d'éviter de développer quoi que ce soit avant de commencer à le vendre. Bon, c'est un peu compliqué sur le principe, mais après il y a le principe des versions MVP, des bases, ou alors un peu des versions qu'on peut faire préfinancer, c'est-à-dire, moi il y a un exemple que j'aime bien mais qui marche beaucoup comme ça, quand on regarde bien comme Kickstarter, comme Indiegogo, il y a des gens qui ont des idées, qui vendent un prototype, ils disent voilà, moi j'avais un problème, j'avais besoin d'un écran, un machin, je trouvais pas, alors j'ai décidé de créer le mien, voilà à quoi ça ressemble, si tu veux en faire partie, on lève des fonds en ce moment, s'il y a au moins 35 000, on lance la prod, et puis s'il n'y a pas 35 000, on rembourse tout le monde, et puis parfois ça fait des cartons quand évidemment le produit est bien pensé, il répond vraiment à un besoin et qu'il était extrêmement bien marketé. Mais ça marche aussi comme ça, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des quantités illimitées de cash pour se lancer dedans. D'ailleurs, c'est même souvent une erreur d'arriver avec trop d'argent parce qu'on arrive en voulant embaucher 12 développeurs, en prenant des bureaux de start-up, en se jouant un peu, en se donnant un rôle qui n'est pas nécessaire parce qu'en réalité, il y a plein de gens qui codent finalement depuis leur cave et qui font des tonnes d'argent juste avec des projets qui sont obscurs, quoi. Ouais, non mais c'est ça, mais de toute façon la principale problématique en logiciel, c'est même pas spécifique au SAS ou même au monde des startups, mais la principale problématique du logiciel, même dans les trucs traditionnels, dans les grosses boîtes et tout, c'est que en général les développeurs ou les gens passaient des mois, des semaines, des mois, voire des années à coder des fonctionnalités qui servaient à rien en fait. Et c'est le principal danger. En fait, le premier danger quand on fait du logiciel, c'est de faire du travail qui sert à rien. Donc la première règle qu'on devrait avoir, c'est toujours tester son marché et d'avoir un dialogue avec ses clients aussi à chaque fois et d'être en fait, ce qui est vraiment le plus important, et c'est ce qu'on fait pas assez, enfin que je fais pas assez d'ailleurs, mais parce que je suis tout seul, c'est d'avoir un time to market qui soit réduit au minimum. Parce que le principal danger dans le SAS ou dans le logiciel, c'est de passer trop de temps à faire des trucs qui vont pas forcément rencontrer leur public. Donc effectivement, comme tu l'as évoqué, faire un MVP, faire vraiment le logiciel minimal, essayer de le vendre, rajouter une toute petite fonctionnalité, essayer de la vendre, etc. Et être dans cette dynamique de dialogue, de ping avec le marché. Et je pense que c'est le plus important. Donc ça, c'est la première étape du SAS. Après, tu as toute la partie qui est comment est-ce qu'on fonctionne avec des méthodes agiles, des sprints, des choses comme ça. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ça c'est plus dans la partie vraiment développement. Ouais. Si on reste dans la partie business model, ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que finalement, si on réduit ça à des chiffres, faire 10 000 € par mois avec un SAS, c'est facile quand on y regarde bien. C'est juste, si on a, mettons, un abonnement à 10 balles, il suffit de 1000 clients. 1000 clients à l'échelle du monde, c'est quoi? C'est rien du tout, c'est une goutte d'eau. Et finalement, c'est pour ça qu'il y a des applications et qu'il y en a beaucoup sur smartphone qui fleurissent comme ça avec des prix qui sont ridicules. Mais quand on fait les multiplications et quand on regarde les comptes de ce que ça fait en nombre d'installations, en nombre d'utilisateurs actifs, ça fait des gros chiffres et que finalement c'est pas l'idée géniale qui compte. Encore une fois, quand on prend n'importe quelle app sur un App Store, j'aime bien cet exemple là parce qu'on peut faire des études de marché rapides. C'est là où on voit en fait s'il y a 10 personnes qui sont positionnées, qu'il y a 500 commentaires sur machin, il y a des gens qui ont acheté, il y a des gens qui ont commenté, il y a eu de la demande quoi. Et forcément, plus il y a de gens qui sont dessus, plus ça résolve un problème que tout le monde a détecté. Les applications de production, de productivité par exemple, c'est exactement ça. T'en as plein, t'en as des tonnes et parce qu'il y a la place pour tout le monde, parce qu'à chaque fois en fait chacune a trouvé un petit truc que l'autre ne faisait pas. Et il ne faut pas oublier que ça reste de la vente. Le business model n'est jamais que le business model, la manière de monétiser, mais malgré tout, tout le reste, c'est de la vente, c'est du marketing. Et vendre, que ce soit des abonnements ou que ce soit du cash, il faut vendre, quoi. En fait, il y a beaucoup de... Je pense qu'il ne faut pas forcément transposer vraiment le modèle de vente de formation sur le modèle des SAS. C'est-à-dire que la plupart quand même, le monde des startups tourne un peu autour de ça. C'est pas l'idée, parce que l'idée c'est quand c'est un mec dans son coin qui dit voilà j'ai une idée géniale mais il l'a pas testé. Mais en tout cas c'est le test, la fonctionnalité qui peut faire décoller une application de manière assez ce qu'on appelle le product market fit, et quand ça commence à scaler. Et le modèle normal c'est ça en fait, c'est tester ces idées avec le marché. Puis d'un coup on va trouver un truc
Mais on ne pouvait pas le savoir avant, mais on va trouver un truc qui va faire tout de suite que tout le monde va se jeter sur notre application et on va avoir du scale et parce qu'on a trouvé vraiment la fonctionnalité. Mais c'est pas l'idée, parce que le problème de l'idée, c'est qu'on a tous des idées géniales, mais en fait, quand on les lance, on se rend compte que personne n'en veut. Puis on teste un truc au pif, et puis là, on se rend compte que tout le monde se jette dessus. Et c'est toujours comme ça que ça marche. Donc je pense que le marketing type formation, tu vois, copywriting, etc., je pense que c'est intéressant, mais ça vient après cette phase de test, tu vois, pour tester des prix, faire des funnels de vente, etc. Mais le truc qui est vraiment important, c'est d'avoir ce dialogue avec le marché, de voir qu'à un moment, il y a les mecs qui vont dire ah ouais, c'est super cool ton truc, et qui vont se jeter dessus alors qu'on l'avait pas du tout envisagé au début, quoi. Ce qui en général c'est comme ça, hein. Je crois que Netflix a commencé, ils louaient des cassettes audio, des cassettes vidéo, ce genre de trucs. Tu regardes les histoires de toutes les startups qui sont pas des SAS, mais c'est le même modèle. Toutes les histoires de startups, elles ont commencé avec des trucs qui avaient rien à voir, puis elles ont pivoté, et puis au bout d'un moment elles ont trouvé un truc, pouf, ça a pris quoi. Et puis après tu as la deuxième phase qui est voilà, on va faire des gammes de prix, on va faire des funnels, on va faire des upsells, on va faire des machins, des trucs, tu vois. Ouais, d'accord. C'est juste quand même sur l'idée que malgré tout, même un SAS, il faut quand même, enfin ça reste malgré tout de la vente, ça reste, c'est pas que du marketing et c'est pas que sur cet aspect-là, mais il y a quand même toute cette phase-là, tout se fait pas tout seul, quoi. Enfin, il suffit pas de le coder, de le poser pour que ça décolle tout seul. Ça peut arriver, mais il y a quand même au départ beaucoup de taf qu'on voit pas et il faut allumer un peu la mèche pour que ça explose, quoi. Mais en substance, oui, c'est les business models qui reprennent pas tous les codes de tous les autres, évidemment. Non, ouais, c'est un peu les deux en fait. Faut coupler les deux, faut coupler la vente et voilà, le côté un peu. L'avantage, c'est que quand on a trouvé le truc, en fait, un SAS, ça se vend beaucoup plus facilement qu'une formation ou qu'un truc, tu vois, parce qu'un SAS c'est ça dit ce que ça fait. Donc voilà, ça dit ce que ça fait. Le business model des formations, faut être vraiment bon sur la vente en fait, parce que on vend de l'information, donc il faut être super bon dans le fait de dire voilà, dans le module 2 je vous dirai une technique qui permet de machin, de trucs. Il faut vraiment faire des pages de vente qui sont super construites, mais dès qu'on fait des SAS, en fait on vend un abonnement, on fait voilà, mon outil permet de récupérer les emails sur LinkedIn. Point. Et ça peut être simplement le message de vente en fait. Oui, c'est ça. C'est la différence, mais fondamentale. Encore que après sur les formations, c'est pas nécessairement ça. On peut avoir des mécanismes propriétaires effectivement qui font que. Mais bon, bref, on s'éloigne un peu du sujet originel. Bon, alors moi il y a une image sur laquelle on n'est pas d'accord du moins, mais que j'aime bien malgré tout, c'est d'avoir un peu cette vision. On parle beaucoup d'immobilier, de choses comme ça avec des rendements. Et c'est vrai que je me suis amusé une fois à faire un peu cette logique-là appliquée à Internet. Moi, je trouve que les SAS, c'est vraiment de l'immobilier du net, en ce sens où pour le prix d'un appartement, tu pourrais faire développer, alors ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, ça ne veut pas dire que ça se fait n'importe comment, mais on peut investir finalement de l'argent dans de l'immobilier, on peut investir de l'argent dans un projet en ligne, et si c'est un bon projet, si c'est un bon SAS, ça crache de la rentabilité, mais qui n'a aucune espèce de commune mesure avec finalement ce qu'on peut faire avec un appartement, même sur les champs, et même louer 5 fois en colocation, été, hiver, subdivisé dans tous les sens, c'est plus du tout les mêmes ratios, c'est-à-dire que là, c'est pour ça que je parle d'immobilier, c'est parce que c'est vraiment au sens placement, si tu le raisonnes en tant qu'investisseur. C'est un truc qui m'intéresse justement parce que c'est une question que je me posais il n'y a pas très longtemps là-dessus, à savoir si je me remettais à faire de l'immobilier ou si je me mettais dans l'idée de développer peut-être plus ou de mettre du cash et de dire de partir peut-être avec un projet comme ça et de le faire avec cette logique-là. J'ai trouvé pourquoi je suis pas d'accord en fait. Je suis pas d'accord parce que c'est un peu la même différence qu'être investisseur sur long terme en bourse, tu vois, et acheter des trackers ou des choses comme ça, et être trader, tu vois. Et quand c'est pas l'immobilier, parce que moi, si je mets de l'argent dans un appart, tu vois, certes, les rentabilités, c'est rien du tout par rapport à un SAS, mais c'est du passif, et ça va durer. Et c'est un peu, tu vois, si j'achète si je suis un investisseur long terme en bourse et que j'achète, par exemple, le marché américain, je vais mettre de l'argent, je vais pas dépenser, j'aurai pas les rentabilités du trader, mais j'aurai pas à m'en soucier et ça va durer, tu vois. Si on fait du SAS, certes, on peut avoir des rentabilités qui sont hallucinantes. Si on met, je sais pas, 100 000 balles pour faire coder un logiciel et que ça marche, on peut encaisser 10 000 par mois ou des choses comme ça facilement, quoi. Ouais. Mais il y a deux inconvénients. Le premier, c'est qu'il faut savoir faire du SAS. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement acheter le truc et laisser tourner et dire ouais, ça va continuer à cracher de la renta comme ça.
Et le deuxième point, c'est quand même prendre des parts. De quoi? Tu pourrais prendre des parts dans des projets. Ouais, c'est vrai, mais dans ce cas-là, mais dans ce cas-là, on n'a pas les mêmes rentabilités. Des trackers. Ouais, mais dans ce cas-là, on n'a pas les mêmes rentabilités. Pas forcément, parce que si tu mets 100 000, c'est plus un projet à 100 000, c'est un projet à 200, 300, 500. Ouais. Attends, laisse-moi finir. Donc ça, c'est déjà, il faut savoir en faire. Et le deuxième truc, c'est la durabilité, parce que certes, ça crache des rentabilités importantes, mais un SAS, ça dure pas forcément aussi longtemps. Enfin, tu peux. Ça dure combien de temps un SAS? Ça dépend si tu es bon pour faire du SAS ou pas. C'est-à-dire que si tu arrives, en fait, une fonctionnalité qui est c'est un marché qui est hyper compétitif en fait. C'est-à-dire que si ton truc qui marche parce que ton fonctionnalité. Je prends par exemple Dropbox, tu vois. Dropbox ça a marché à un moment, c'était les premiers, puis au bout d'un moment, tu as plein de gens qui sont arrivés sur le marché, t'as Box, t'as Google Drive, t'as machin, ils sont tous arrivés. Et il faut garder, en fait, faut rester sur la vague, tu vois. Faut continuer à développer des fonctionnalités pour rester compétitif, pour garder ses abonnés. Tu peux pas juste acheter ton SAS et te dire ouais ça va durer. T'as quand même deux trucs. Alors sur Dropbox, à la fois certes il y a plein de monde qui est arrivé, mais ils sont depuis cotés en bourse, ce qui fait que leur croissance s'est largement améliorée. Et puis de l'autre côté, il y a des systèmes où ils sont captifs. Quand tu as tout mis sur Dropbox et que tu as toute ta structure dessus, par exemple, moi je peux pas migrer parce que j'ai des liens vers les formations, vers les backups, des trucs, il faudrait que je redécode tout mon bordel là, et donc ça m'intéresse moyennement. Pour la plupart des gens, c'est sans doute plus facile que pour moi. Moi j'ai des trucs de dossiers d'organisation dedans et qui sont liés à des trucs en ligne où il faudrait que je perde encore 2-3 jours, et rien que pour ça j'ai pas envie de le faire. Et en plus l'avantage de Dropbox c'est quand ça tourne bien quoi. Ouais, non mais après si tu avais un concurrent qui arrivait, soit qui mettait ses tarifs beaucoup plus bas, d'ailleurs Dropbox au passage a beaucoup baissé ses tarifs par rapport à ce que c'était au début, enfin bon bref. Non, l'idée c'est juste que c'est pas du tout la même chose que l'immobilier parce que tu peux pas rester passif en fait face à ce truc. Tu es obligé de t'adapter, Dropbox a rajouté plein de fonctionnalités, ils ont baissé leurs tarifs, ils ont revu leur infrastructure, enfin tu vois, c'est un business, c'est pas un actif, tu vois, c'est pas un truc tu vois. Donc voilà. Mais effectivement pour nous qui sommes dans cette dynamique de faire du SAS, c'est beaucoup plus intéressant de mettre de l'argent dans le développement d'un produit SAS parce que dès qu'on est sur le business, enfin qu'on fait du business web, en fait on est dans cette dynamique active, donc on travaille de toute façon, donc on va avoir des rentabilités qui vont être beaucoup plus importantes que simplement de mettre de l'argent. Mais pour un mec qui arrive de nulle part et qui dit ouais je vais acheter un SAS plutôt qu'un appart et ça va me cracher de la renta pendant 20 ans, non. Non, c'est vrai. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec la comparaison. Bon, comment est-ce qu'on fait pour, disons, gens, parce que là encore, on est souvent dans les choses qui manquent un peu de concret, quoi. On se lance comment? Alors, mettons, j'ai une idée géniale, c'est quoi le next step? Comment on s'organise? Quelqu'un qui aurait une idée, qui a un truc là, qui a testé son marché, comment est-ce qu'il s'organise pour développer un SAS s'il n'est pas comme moi développeur? Il est comme moi, pas développeur, il n'a pas d'associé développeur, il fait comment? Il faut trouver des développeurs qui font ça, mais c'est tout un. Mais en fait, je peux pas vraiment donner de conseils là-dedans parce que moi j'ai plusieurs expériences pour travailler, pour embaucher des développeurs et je pense que je suis un bon développeur mais un très mauvais recruteur et j'ai jamais réussi à bosser avec des gens ou à les faire bosser. Je crois que je suis trop gentil ou je sais pas. J'en sais rien. Mais bon bref, donc je peux pas vraiment donner des conseils pour trouver des développeurs ou les manager ou ce genre de trucs, mais ouais c'est la voie qu'il faut prendre en fait. Il faut trouver des développeurs et il faut surtout essayer de rester dans cette dynamique, de faire le minimum possible, de jamais essayer d'avancer trop d'argent en fait, peut-être faire un produit, un MVP comme tu l'évoquais, qui puisse déjà être rentable avant de passer sur des développements plus chers et tout, mais la mauvaise idée en fait c'est de se dire voilà je vais mettre 100 000 balles dans un SAS. En plus c'est encore pire si on n'a pas testé l'idée avant. Et si on n'a jamais fait de SAS avant. Et si on n'a jamais fait de SAS, si on n'a jamais travaillé avec des devs, etc. Donc si on est vraiment nouveau dans le domaine, effectivement faire préfinancer comme tu disais c'est une bonne idée. Faire le service à la main d'abord c'est une bonne idée. Ensuite quand on commence à faire développer l'application, faire le minimum, le vendre, ensuite rajouter des fonctionnalités, les vendre, être dans cette dynamique là d'avancer de l'argent au minimum en fait.
C'est ça. Mais je pense que si ça vous intéresse, en fait, et ça j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires, on organisera peut-être un petit webinaire pour présenter un truc, une solution, du moins un plan qui est un peu plus, là on l'a fait d'une manière informelle, autour d'une discussion un peu improvisée. On en fera peut-être quelque chose, si du moins ça intéresse suffisamment les gens, d'avoir quelque chose où on dévoilera un peu plus un plan concret, un truc un peu plus calibré, calé, étape par étape. Ouais. Ok. Bon, on dira tout ça par mail alors du coup. Donc, tu t'en occupes? Tu t'en occuperas aussi, ceci dit. Donc si ça vous intéresse un peu de suivre ce que fait Julien au quotidien en tant que développeur justement et qui partage un peu ses trucs, ses astuces, les problématiques qu'il rencontre quand on développe ce type d'activité en ligne, il a une communication qui n'est pas tout à fait quotidienne mais au moins hebdo, donc où il partage un peu tout ça. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour que vous y inscriviez si ça vous intéresse. Et puis encore une fois, laissez en commentaire si vous voulez savoir comment est-ce qu'on crée finalement du SAS en ligne, si ça vous intéresse d'en savoir plus, qu'on organise ou pas. S'il n'y a pas suffisamment de demandes, on ne va pas se m'embêter parce qu'on a autre chose à faire que de perdre du temps si voilà, ça intéresse personne. Mais en revanche, si ça intéresse, effectivement, on partagera peut-être quelque chose de plus concret. Allez, en attendant, on va se quitter sur ces bons mots et puis à très bientôt dans la prochaine. Salut.